Écoutez, ravi encore une fois de vous avoir avec nous aujourd'hui à Station F pour Fighters Day. Je m'appelle Grégoire, je suis directeur de la communauté et de la communication ici et je vais avoir la chance, même l'honneur, de modérer le prochain échange avec nos invités. Et donc, sans plus attendre, je vous propose qu'ils nous rejoignent sur scène. Donc, Aminata Diouf, qui est la fondatrice de Gribouillis, qui va pouvoir nous rejoindre. Anthony Bourbon, cofondateur et CEO de Feed. Mettez là, juste là. Hop, et Olivier Roustin, directeur de création de la Maison Balmain. Bienvenue. Bonjour à tous les trois, ravi de vous avoir avec nous. Alors, peut-être aussi qu'il y en a certains qui attendaient Thierry Marx, qui devait être avec nous ce soir. Sachez que pour des raisons personnelles, malheureusement, il ne peut pas être là ce soir, il s'en excuse. Et je suis sûr qu'on aura l'occasion de l'accueillir à Station F prochainement pour une autre discussion. Tous les trois, ravis de vous avoir avec nous pour Fighters Day, pour cette discussion sur l'entrepreneuriat, parce que vous êtes tous les trois entrepreneurs, d'une certaine manière, et de façon assez différente, avec des profils, des parcours assez différents. Et peut-être, moi, j'avais une première question pour toi, Anthony, donc fondateur et CEO de Feed. Comment est-ce que tu te vois aujourd'hui? Comment est-ce que tu te décrirais en tant qu'entrepreneur? Comme un passionné déjà, parce que l'entrepreneuriat, il faut le faire avec passion, il faut prendre du plaisir au quotidien. Ce qui compte, c'est plus le process que la destination. On parle souvent d'argent avec l'entrepreneuriat et malheureusement, je pense que ça doit être une conséquence plus qu'une finalité. C'est en aimant ce que vous faites que vous pouvez prendre du plaisir. Et le message, je pense qu'il est simple aujourd'hui. J'ai un profil assez différent de ce qu'on voit dans l'écosystème startup classique, avec les grandes écoles, des parents qui ont souvent mis du love money. Moi, mon père était violent, ma mère était dépressive. Je me suis retrouvé à la rue quand j'avais 15-16 ans. Et alors que tout le monde me disait d'abandonner et d'aller vendre des frites chez McDo, j'ai eu envie d'aller plus loin et j'ai envie de faire mentir mon destin. Donc si aujourd'hui, on peut inspirer, renvoyer l'ascenseur à des gens qui sont dans la même situation que nous à l'époque, c'est toujours un plaisir et j'espère qu'on va pouvoir le faire correctement avec toi. J'espère aussi. Et Aminata, justement, c'est exactement fondatrice de Gribouillis, c'est exactement ce qui vous a donné envie de lancer Gribouillis, parce que ça vient de votre histoire personnelle au départ. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, je m'appelle Aminata, je suis garde d'enfants à domicile. C'est ce qu'on appelle souvent les nounous. Donc, ce sont ces femmes qui gardent les petits bébés au domicile des parents. Donc, à travers mon expérience professionnelle, je me suis rendu compte, en fait, c'était un secteur complètement isolé et que les femmes gardes d'enfants se retrouvaient seules, isolées, sans formation, sans aucun accompagnement pédagogique. De l'autre côté, j'ai vu des parents complètement démissionnaires de leur boulot, de leur travail tout simplement, parce qu'elles n'arrivaient justement pas à trouver un mode de garde qui les convenait. Et cette manque de structuration a créé une frustration auprès de ces gardes d'enfants-là, ces parents-là. Et finalement, plus grave, c'est que des bébés se retrouvaient parfois à avoir jusqu'à 7 nounous avant d'aller à l'école maternelle. Donc, ce qui était complètement inadmissible aujourd'hui, je pense. Et c'est à partir de là, en 2016, j'ai décidé de démissionner de mon travail et de voir justement comment Aminata Diouf va retrouver d'autres Aminata Diouf qui avaient la même pensée que moi, parce qu'on était très nombreuses, et voir comment on peut travailler sur les freins, en tout cas savoir quels sont les freins qui faisaient qu'aujourd'hui qu'on n'était pas du tout professionnalisé, et de l'autre côté de travailler avec tous les acteurs qui sont autour de ce métier-là et de permettre ces femmes gardes d'enfants de pérenniser leur contrat, de sortir de la précarité, de se valoriser, de monter en compétences et en même temps aussi d'offrir ces familles-là et ces enfants-là de pouvoir justement grandir dans leur cocon familial sans danger et tout en épanouissement. Voilà, ça c'est vraiment Gribouillis. Merci. Bravo. Alors, depuis ce matin, on a beaucoup parlé de technologie, de start-up, d'innovation. Et Olivier Roustin, pour nous, c'était très important de vous avoir avec nous ce soir, directeur de création de la Maison Balmain. Peut-être avant de rentrer dans le détail de ce que vous faites chez Balmain, etc., comment est-ce que vous en êtes arrivé chez Balmain? Qu'est-ce que ça a été votre parcours avant d'arriver chez Balmain? Un parcours assez atypique parce que pour travailler dans la mode, c'est souvent des écoles de mode. En revanche, j'ai absolument pas suivi ce parcours-là. J'ai essayé. Ça n'a pas fonctionné, on va dire, pour moi. Après quelques mois, j'ai quitté mon école de mode, je crois 3 mois. J'ai fait aussi une école de droit international. J'ai quitté aussi, donc imaginez mes parents. Mais à partir de là, en fait, j'ai suivi mon parcours. Je suis parti en Italie pour faire un stage dans la haute couture romaine, me battre parce que finalement, j'avais aucune école derrière moi,
aucun bagage, aucun background, mode, juste la détermination, l'envie. Et ensuite, je suis revenu à Paris. Maintenant, ça fait 10 ans que je suis directeur artistique de la Maison Balmain. Et donc, voilà. Et avant, même tout ça, c'est avant votre formation en droit, avant votre formation en mode, ces deux formations que vous arrêtez. Vous parliez de vos parents à l'instant. Ils sont au cœur du documentaire qui sort sur Netflix aujourd'hui parce que vous avez été adopté en fait. Oui, absolument. Donc, je vous conseille tous de regarder Netflix. C'est l'instant promo. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est sorti à peine aujourd'hui. Donc, très bien, product placement. Non, en fait, oui, je suis né dans un orphelinat à Bordeaux, donc de parents, mère somalienne et père éthiopien, et par contre adopté par des parents donc bordelais qui sont venus donc me prendre à l'orphelinat et qui m'ont fait grandir dans une belle éducation bordelaise. Et on parle souvent du coup justement du manque de diversité dans l'écosystème de la tech. Est-ce que vous avez rencontré aussi un petit peu ce problème-là dans la mode et comment est-ce que vous l'avez vécu, comment est-ce que vous l'avez combattu ? Oui, évidemment. Enfin, je pense qu'on sait tous que la mode est parfois un milieu trop exclusif, qu'on appelle parfois élitiste. Et donc, il y a un manque total de diversité, d'inclusivité. Et donc, mon rôle depuis 10 ans, ça a toujours été de me battre pour montrer quel est le monde d'aujourd'hui et non pas avoir la nostalgie d'un monde d'hier que je pense être totalement réfractaire et qui ne fera pas avancer le monde. Et alors, Aminata Diouf, l'inclusion, c'est au cœur justement de ce que vous faites chez Gribouillis. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne, Gribouillis ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ? Gribouillis, finalement, ce n'est pas seulement le fait d'accompagner justement ces gardes d'enfants à se professionnaliser, c'est de créer aussi des leaderships. C'est-à-dire aujourd'hui, si on veut que le secteur marche chez nous et que ça bouge, qu'on fasse bouger les lignes nous-mêmes, nous savons que si ce n'est pas nous-mêmes qui reprenons les choses en main, je ne dirais pas que ça ne se réglerait pas, mais finalement, nous sommes nous-mêmes les acteurs de notre propre réussite finalement. Et ce que nous avons trouvé, ce que nous avons vu tout de suite chez Gribouillis, nous sommes dit, quoi qu'il en soit, Gribouillis ne peut pas y aller toute seule, sans les parents, sans les institutions, sans les acteurs qui sont autour de la garde d'enfants. Mais par contre, pour donner plus de force à Gribouillis, c'est de ne pas être une seule Aminata. C'est d'aller chercher toutes les Aminata qui existent en France et en dehors de la France, de réunir nos forces, de fédérer, de créer une vraie communauté justement qui permet à ces gardes d'enfants-là finalement de se valoriser, de savoir qui elles sont d'ailleurs, quelle est l'importance justement de leur travail dans ces sociétés-là. Et là, on se rend compte que Gribouillis finalement... Là, on parle beaucoup les premiers jours de l'enfant. Aujourd'hui, c'est connu. Finalement, on s'est dit que finalement, ces femmes-là, elles sont auprès de ces enfants-là, de ces familles-là, dès que l'enfant est bébé finalement. On les accompagne jusqu'à au minimum 3 ans. Et parfois, nous pouvons rester dans une famille jusqu'à 8 ans ou 10 ans. Finalement, en fait, on est intégré dans une famille, on accompagne une famille où nous ne sommes pas seulement des gardes d'enfants à domicile. Ce mot-là est même dérangeant. Ça veut dire gardien. Nous sommes des accompagnateurs de famille. Donc, nous accompagnons les familles dans leur rôle éducatif, nous soutenons les familles, nous sommes là pour l'épanouissement des enfants. Le but, c'est de leur permettre de leur donner le plein potentiel de demain. Le but, c'est que ces enfants puissent demain intégrer l'école convenablement, comme tout enfant. Donc, au-delà de ça, nous sommes plus de 35 femmes ambassadrices que nous faisons monter en compétences. Aujourd'hui, pendant 4 ans, ce qui est très difficile, c'est le temps, parce que nous travaillons 50 heures par semaine. Du lundi au vendredi, ce qui n'est pas évident. Donc, je vous laisse imaginer, nous n'avons que le samedi pour nous former et encore nous former dans la professionnalisation de notre métier et en plus nous former dans autre chose sur ce qui concerne justement de nous faire monter en compétences et de pouvoir agrandir la communauté et d'accompagner tous ces gardes d'enfants à domicile. Il faut se dire qu'aujourd'hui sur Paris, on est plus de 50 000 gardes d'enfants à domicile, rien que sur Paris et sa région. Donc, je vous laisse imaginer le reste. Alors, du coup, on est vraiment une communauté très forte. Le but, c'est de s'agrandir très vite, de se professionnaliser et surtout d'aider ces femmes-là à retrouver leur dignité, retrouver la confiance en elles-mêmes, de retrouver leur place dans la société et de leur permettre d'avoir un plein potentiel, d'autant plus que ces femmes-là aussi, ils ont des enfants et il faut leur permettre aussi à un moment donné de donner du temps à leurs enfants, de leur donner aussi l'éducation qu'il faut pour que ces enfants aussi puissent atteindre leur plein potentiel. Ça, c'est vraiment... En dehors de cet accompagnement-là, on met tout un circuit d'ateliers d'accompagnement qui est au sein de Gribouillis elle-même. Et l'espoir, c'est d'ici des années que finalement, plus jamais une garde d'enfant ne puisse aller garder un enfant sans avoir un accompagnement ni une formation.
et que finalement, que ces parents-là ou ces gardes d'enfants-là puissent bien être accompagnés et qu'ils puissent être accompagnés dans la procédure du contrat, dans la procédure du recrutement et tout ce qui tourne autour de la démarche administrative qui les permet justement de s'en sortir très bien. Et alors justement, donc Gribouillis, vous l'avez créé en 2017 et depuis ça a énormément évolué. Vous avez accueilli de plus en plus de gardes d'enfants. C'est ça, tout à fait. On peut dire qu'en moyenne, toutes les semaines, on a plus de 15 gardes d'enfants qui arrivent. Et tous ces gardes d'enfants-là, il faut bien les accompagner. Le but, ce n'est pas une quantité. Le but pour nous, c'est une qualité. On a besoin de force, on a besoin d'argent, on a besoin d'être structuré. Aujourd'hui, on a quand même une grande chance, c'est qu'on est quand même accompagnés, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes soutenus par des fondations, nous sommes soutenus par des entreprises et nous sommes aussi soutenus en quelque sorte aussi par certaines institutions. Donc finalement, Gribouillis, je peux dire que c'est cette petite brique qui manquait un peu, ce secteur de la garde d'enfants à domicile. Donc voilà, c'est vraiment redonner le pouvoir aux gardes d'enfants à domicile. Anthony Bourbon. On a parlé un petit peu du parcours d'Olivier Roustin et d'Aminata Diouf. Vous, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu justement aussi votre parcours avant de créer FIT? Parce qu'on vous connaît comme le créateur de FIT, mais il s'est passé plein de choses en fait avant. Ouais, ça a été un long enchaînement d'échecs, mais je trouve que l'échec, c'est vraiment votre meilleur ami et la meilleure possibilité d'évoluer. Moi, j'aime l'échec et je sais qu'il me regarde toujours tapis dans un coin de la pièce. Et c'est vrai que de 15 ans à 25, 26 ans, j'ai enchaîné beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises. J'avais une sorte de haine qui me consumait et qui faisait que j'allais dans le mauvais sens, alors qu'en fait, il faut utiliser cette envie de vengeance, de revanche, de manière constructive. Donc tous, vous devez trouver quelque chose qui vous passionne, qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin et de réussir à passer au-delà des obstacles qu'on a tous connus. Et évidemment que quand on vient d'en bas, c'est toujours plus compliqué. On n'est pas là pour faire semblant que tout le monde va y arriver parce que c'est faux. Malheureusement, aujourd'hui, il y a énormément d'inégalités. La France, pourtant, ce beau pays dont on fait souvent les louanges, n'est pas à la hauteur de certains autres pays européens ou même, bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on est un peu en retard. Il y a un chiffre qui est intéressant quand même et qu'il faut donner, et ça vient du French Tech Tremplin, donc du gouvernement lui-même. Il y a 1% seulement en France des entrepreneurs qui se sont faits seuls. Donc si vous regardez aujourd'hui l'écosystème startup, c'est quasiment exclusivement des hommes blancs de 30 ans qui ont fait HEC et dont papa-maman ont mis du love money au début de l'aventure. Et en fait, c'est pas du tout représentatif de ce que moi j'ai observé quand j'ai grandi en banlieue, quand j'étais dans la rue, quand je dormais dans les bus. J'ai vu énormément de personnes intelligentes, énormément de personnes qui auraient dû réussir. Et c'est toujours une énorme frustration pour moi de voir qu'aujourd'hui, que je suis un peu dans ce qu'ils appellent les élites ou les gens qui ont de l'oseille, je suis un peu tout seul. Et donc je suis ravi de voir des profils comme aujourd'hui parce que quand je vais dans les fonds d'investissement, je sens cette zone de confort qui est absolument atroce. Ils vont investir chez des gens qui leur ressemblent et on peut presque pas leur en vouloir parce qu'en fait, ils ont tellement d'argent à déployer qu'ils vont aller chercher des gens qui leur ressemblent pour se rassurer. Donc en fait, en conclusion et pour être bref, la seule personne qui va pouvoir sauver votre destin, c'est vous. Donc en fait, n'attendez pas la semaine prochaine, n'attendez pas le mois prochain. Dès demain matin, on n'en a rien à branler, que ce soit dimanche ou pas dimanche. Vous commencez votre business et vous vous lancez. Arrêtez de réfléchir. Arrêtez d'écouter les gens pathogènes qui sont autour de vous et qui vont vous dire ne le fais pas, ça ne marchera jamais. Lancez-vous, entourez-vous de gens positifs et c'est comme ça que vous pourrez réussir à faire de belles choses. Il suffit parfois d'un regard bienveillant pour qu'un destin s'illumine et c'est ce qu'on essaie de faire avec la fondation Feedback où on reverse beaucoup de notre chiffre d'affaires chaque année pour essayer d'aller chercher des profils différents qui ont beaucoup souffert, qui sont immigrés, qui sont étrangers, qui sont handicapés, qui ont des parents terribles, violents, qui ont même violé leurs enfants. On voit des trucs de ouf. Et c'est ces gens-là qu'on veut aider parce qu'au final, ce sont vos failles qui vous permettront de faire des choses exceptionnelles. Donc ne vous lamentez pas, même si votre situation est triste. C'est cette difficulté, cette angoisse qui vous permettra d'avoir de la créativité et qui vous permettra de vous en sortir. Donc, histoire compliquée pour revenir à ta question, mais c'est au final une aubaine et je suis content d'avoir eu les pires parents, content d'avoir dormi dans les bus parce que c'est ce qui m'a permis de réussir aujourd'hui. Et alors justement, qu'est-ce qui t'a donné l'idée, à partir de là, vraiment de créer FIT? D'où c'est venu? Comment ça t'est venu?
faut savoir que j'ai fait énormément de mauvais choix. Entre 18 et 25 ans, j'ai lancé plein de boîtes. Il y en a très peu qui ont fonctionné. Petit à petit, avec de la résilience, j'ai commencé à réussir, gagner un peu d'argent. J'ai tout remisé, puis j'ai tout reperdu. Et à force d'obstination, ça a fini par payer. J'ai pas laissé le choix. Il fallait absolument que je m'en sorte. Et en plus, j'essaie toujours d'être le meilleur dans ce que je faisais. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à faire des sacrifices. Il n'y a pas de grande réussite, et je suis persuadé que mes collègues confirmeront. Vous pouvez pas faire de grandes choses sans avoir une grande discipline. Donc si vous voulez faire des choses qui vous passionnent, et je ne parle pas que d'argent ou d'entrepreneuriat, il va falloir être prêt à oublier les cinémas, oublier les restos, oublier les amis, oublier les soirées. Il va falloir faire des choix et s'y coller. Et du coup, moi, je travaillais beaucoup et je faisais beaucoup d'allers-retours et je sautais des repas, j'avais pas une nutrition équilibrée, je me sentais faible, je me sentais pas bien. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de répartir tous les nutriments d'un humain standard, je vais les mettre dans une barre et une bouteille. Et comme ça, au moins, j'aurais plus besoin de me prendre la tête. Donc, j'ai fait un Excel qui répertoriait l'ensemble des besoins nutritionnels d'un humain, protéines, lipides, glucides, fibres, vitamines, minéraux, oligo-éléments. J'ai mélangé la poudre, je rajoutais de l'eau et tous mes potes ont commencé à en consommer. Et de fil en aiguille, ça a été assez vite. On a levé 40 millions en 3 ans. On a recruté 100 personnes, on a ouvert 5000 points de vente, on a ouvert 50 pays. Et maintenant, on est prêt pour faire la guerre et monter une armée qui va nous permettre de révolutionner la société. L'objectif, c'est vraiment d'aller plus loin que le produit. Et c'est un véritable conseil quand vous voulez lancer une boîte, au moins B2C, mais même pour le B2B, ce qui compte, c'est la promesse de marque qui doit aller plus loin que le produit. Le produit fit, par exemple, c'est de la nutrition pour tous les moments de la journée. Mais la vraie promesse, c'est de générer une révolution dans le pays en remettant la méritocratie au cœur de la société. Donc vraiment, trouvez quelque chose qui vous passionne et c'est comme ça que vous arriverez à vous battre chaque matin. Et alors Olivier, Anthony parlait du rythme que ça impose d'être entrepreneur, de créer sa boîte, de la développer, etc. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous vivez en tant que directeur de création chez Balmain ? Oui, absolument. Je pense que le mot discipline, c'est un mot qui est extrêmement important pour quelle que soit la direction entrepreneuriale que vous allez prendre, qu'on prend. La discipline, c'est fait de compromis. Et je pense que le mot compromis, c'est ce qui fait aussi le succès. C'est aussi beaucoup de regrets dans notre vie perso parce que oui, on se bat tous les jours. Moi, j'ai loupé les mariages, des funérailles, j'ai loupé énormément de choses dans ma vie à côté, mais c'est aussi ce qui a fait partie de ma force. Pour revenir aussi à ce que disait Anthony, je pense que on a à la fois un amour pour la vie, une haine pour la vie quand on a la possibilité de devenir quelqu'un, d'avoir ce succès, parce que c'est cette force-là et cette rage qu'on a en nous qui fait qu'on fait, on n'abandonne pas et qu'on croit jour après jour et qu'on va réussir. Mais en effet, c'est une bataille contre soi-même tout le temps. Et je pense que le côté aussi atypique est important, c'est-à-dire que quelque chose que vous avez en vous et qui vous tient, c'est ce qui rend en fait qui vous rend magique. Et c'est ça qui, je dois dire, s'est passé. Moi, quand j'ai commencé Balmain, on me regardait comme, entre guillemets, le petit black qui vient d'où, en fait. Et c'était ça un peu la difficulté pour moi aujourd'hui, c'est de leur dire, mais je peux faire de la mode. C'est pas juste pour un certain type d'élite. Et en même temps, je dois dire que toutes les réflexions que j'ai eues, toutes les personnes qui m'ont entre guillemets abattu, aujourd'hui, comme Anthony, je les remercie, en fait. Je les remercie parce que sans eux, j'aurais pas eu certainement cette rage. Et dans mon documentaire aussi, ce qui est important, c'est que je remercie mes parents biologiques, malgré tout. Chacun a sa vie perso. Moi, ma mère, quand je l'ai rencontrée, quand j'ai découvert ses origines et d'où elle venait et quel âge elle avait 14 ans, certainement pas consentante pour avoir l'enfant que je suis aujourd'hui devant vous. Donc en fait, toutes ces histoires-là et toute cette force qui fait, toute cette rage que vous avez, vous fait juste devenir quelqu'un. Mais en même temps, il faut s'armer de rage, mais il faut aussi s'armer de beaucoup de gens autour de nous qui nous aiment et qui nous font croire en nous. Et alors justement, ce sujet du réseau, de s'entourer, c'est un sujet qui est beaucoup revenu ce matin. Comment est-ce qu'on arrive à se créer un réseau quand au départ on n'en a pas, notamment dans la mode? Comment est-ce que vous avez fait, vous, au départ? Alors moi, c'est vraiment un rêve, mais un rêve qui... Alors, je dis un rêve, mais bon, j'ai bien bossé pour l'avoir. Mais en fait, c'est un peu incroyable ce qui s'est passé parce que j'ai eu la chance, en faisant mes produits, en étant l'un des seuls designers noirs de la mode française à 24 ans, et j'en ai connu des hyènes, des gens vraiment qui ont essayé de me faire énormément de mal. Mais à côté de ça, j'ai eu des gens incroyables. La première qui a commencé à voir mes produits, et je dois dire que les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé à véhiculer une image et une histoire de maison qui pouvait
pouvait être poussiéreuse et finalement leur dire, voilà, Balmain, c'est jeune, même si c'est une maison de 1945. Et la première qui un jour est arrivée dans mon studio, c'était Rihanna, qui a dit en fait j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il fait, quels sont ses produits. Et en fait de fil en aiguille le réseau s'est agrandi. Tu parlais d'armée, nous on a la Balmain Army, on a des femmes incroyables. Il y a encore 2 ans j'étais avec Beyoncé à la même époque. C'est juste un réseau qui se crée et qui continue à se créer parce que les produits que je faisais, et pour le coup c'est une discipline, j'arrive au bureau à 8h, je pars à 22h. Une discipline de fer, j'essaie d'avoir des nuits extrêmement complètes pour toujours pousser ma mode, avoir des différents projets, et finalement le réseau commence à se créer parce que le produit est atypique, l'histoire est atypique et l'envie de réussir est atypique. Anthony, même question sur le réseau. Sur le réseau, il faut réussir à déclencher de l'émotion, je pense. Et pour déclencher de l'émotion, il faut être authentique. Donc ne vous travestissez pas, soyez vraiment vous-même et utilisez vos faiblesses. Je pense que c'est important que ce soir, quand vous allez rentrer ou demain matin, vous fassiez votre brand plateforme personnelle. Une brand plateforme, c'est savoir pourquoi on est là, pourquoi on est sur la planète Terre. Parce qu'en fait, te dire je suis là pour manger, dormir, voir un film au ciné, c'est pas terrible. On a tous une mission à accomplir et il n'y a pas de mission mieux que les autres. Il y en a, ça va être voyager le plus possible, d'autres ça va être aider les gens, d'autres ça va être faire de l'argent, d'autres ça va être, je sais pas, vouloir sauver l'océan. Et trouvez ce qui vous anime, trouvez les valeurs avec lesquelles vous voulez réussir à atteindre cette mission. Et la plupart du temps, votre société ou les boîtes que vous allez créer vont être les prolongements de cette personnalité. Et vos boîtes vont devenir des outils de propagande pour votre mission de vie. Et c'est là que vraiment vous allez réussir à avoir des gens qui vous suivent, qui vous font confiance. Quand je suis arrivé à Paris, moi je connaissais personne, je suis bordelais, j'avais 0 contact. Mais en suscitant de l'énergie, en suscitant de l'émotion et en racontant ton histoire et surtout tes failles, parce qu'on a tendance à les cacher. Mais souvent, c'est quand tu te mets à nu que tu arrives à générer quelque chose. C'est pas facile de raconter l'histoire d'Olivier, c'est pas facile de raconter nos histoires à tous, mais au final, c'est ce qui fait que les gens ont envie de nous aimer, ce qui fait que les gens ont envie de nous aider. Donc soyez vous-même et allez chercher ce que vous essayez de cacher depuis des années ou même depuis votre temps d'enfance, et c'est là-dessus qu'on crée des gros business. Toutes les B2C, toutes les DNVB, toutes les startups produits qui ont fonctionné ces dernières années, c'est quand il y a des fondeurs qui personnifient quelque chose. Olivier, c'est Balmain. On connaît presque plus Olivier que Balmain. Respire les déodorants, on connaît plus Justine Hutto que Respire. Bon, réussissez à être la marque, et c'est comme ça que vous arriverez à avoir du monde autour de vous. Peut-être juste, tu parlais de DNVB pour expliquer ce que c'est. Navré pour l'anglicisme, c'est Digital Native Vertical Brand. Donc pour faire très simple, c'est une marque qui va pouvoir vendre ses produits par elle-même sans être dépendant d'un autre réseau. Donc vous vendez principalement sur votre site internet et après ça ne vous empêche pas d'ouvrir à la grande distribution comme on l'a fait avec Franprix, Monoprix. Et là ça devient une ONVB, Omnicanal Native Vertical Brand. Voilà. Aminata, le réseau, pour le coup, c'est vraiment au cœur de Gribouille. Enfin, c'est la raison même de départ. Comment vous l'avez créé au départ, ce réseau? Alors, nous, c'est complètement différent. Parce que pourquoi? Nous sommes, dans un secteur où on est complètement sur la fracture digitale, tout simplement. Le réseau, c'est mon pied et la rue, mon sac à dos, tous les parcs de Paris, région parisienne. Donc, je ne suis pas sur la tech du tout, mais je suis plus sur le côté humain. Et derrière, c'est la bouche à oreille qui marche, tout simplement. Donc voilà, on est vraiment sur ce côté-là. C'est pour ça que c'est très difficile chez nous, finalement, de s'agrandir très vite et de se faire connaître très vite. Voilà. Et j'ai juste envie aussi de rebondir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Anthony. Il n'y a pas d'échec dans l'entrepreneuriat. Le seul échec, c'est celui qui n'essaye pas. Donc, voilà. Ça, c'est important. Voilà. Si ça ne vous donne pas envie d'essayer dès demain matin, c'est ça. On ne sait plus quoi faire. Olivier, justement, alors vous avez essayé plein de choses. Vous êtes arrivé chez Balmain très jeune et après, c'est allé très vite, pour le coup. Oui, ça allait très vite, mais avec beaucoup d'étapes. Pour aussi rebondir, enfin Anthony, vraiment, on va tous rebondir sur ce que tu dis. J'adore ce que tu as dit sur l'authenticité. Et ça paraît parfois anodin ou banal, mais ce ne l'est pas.
Parce que le monde est fait de vouloir prétendre être tout le temps. Et moi, ce dont je suis le plus fier, en fait, de ce que je suis aujourd'hui devant vous, c'est être libre d'être moi-même, avoir été libre de rêver, de ne pas avoir essayé de reproduire un parcours typique, mais le rendre atypique par rapport à la personne que je suis. Et je pense vraiment que ça, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est soyez vous-même, en fait. Et je sais que ça paraît anodin, mais ça l'est absolument pas. Cherchez en vous-même qui vous êtes. Qu'est-ce qui sont vos failles pour en faire devenir vos forces? Qu'est-ce qui sont vos faiblesses pour en faire devenir votre rage? Et vraiment, moi, pour le coup, je dirais que mes 10 années de Balmain, celles dont je suis le plus fier, c'est certainement les dernières, plus que les premières. La première, c'était parce que j'ai essayé aussi, malgré tout, même si j'étais moi-même, de vouloir plaire à une certaine élite, en parfois oubliant qui j'étais, cacher d'où je venais, avoir peur de mes failles, de mes faiblesses, qui pour le coup, on m'a fait comprendre que c'est des faiblesses, alors que finalement, c'était ma force. Vouloir toujours prétendre être quelqu'un d'autre au tout début, répondre à une certain type d'âge de personnes qui regardaient en moi un petit gamin, oui, il faisait du chiffre d'affaires, mais puis le petit gamin finalement, et quand on voyait que le chiffre d'affaires commençait à augmenter, on commençait à me respecter, mais dans tout ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont essayé de m'affaiblir. Et surtout dans la mode, qui, je répète, un milieu qui est très fermé. Mais en même temps, chaque jour, jour après jour, je me suis battu. Et j'ai commencé à renverser en fait la donne en disant, vous ne m'aimez pas, mais il y a d'autres gens qui m'aiment. Et c'est pas grave en fait. Je vous montrerai que vous allez m'aimer. Mais quand vous allez m'aimer, moi je vous aimerai plus. C'est souvent ça. Et la petite anecdote Balmain, c'est une maison qui date depuis 1945. Donc imaginez-vous toutes les traditions françaises qu'il y avait derrière pour essayer de relever une marque et de faire vraiment la connaissance du mot Balmain aujourd'hui devant vous. Ça a été un travail de 10 ans. Mais ce qui a été intéressant aussi, c'est que dans la pression que j'ai eue, j'ai voulu rentrer dans une certaine pop culture, j'ai voulu écouter le monde. Alors moi, je travaille dans la mode, tout le monde travaille dans des différents secteurs, mais ce qui est aussi important, c'est d'écouter ce qui se passe autour de nous, de ne pas essayer de reproduire quelque chose qu'on va vous dire de reproduire, n'essayez pas de prétendre être quelqu'un d'autre, et surtout, inspirez-vous de ce qu'il y a autour de vous, de ce qu'il y a en vous. Et pour moi, ça n'a pas été forcément facile, parce que généralement, il y a la mode et le monde autour. Et pour moi, ça a été un vrai combat au-delà de mes vêtements, de parler de sujets très importants comme la diversité, où il n'y en avait absolument pas dans ce milieu-là, et de parler de pop culture, population. Et je sais que souvent, le luxe a souvent eu peur de s'ouvrir en fait au monde. Et aujourd'hui, en fait, j'en suis extrêmement fier. Un autre exemple, j'ai commencé mon Instagram en 2013, et j'ai eu un rendez-vous avec mon président qui m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais le luxe sur Instagram, mais c'est impossible. Mais c'est quoi ce réseau social? Mais c'est cheap. Et en gros, première selfie, bon, on va se calmer, sinon t'es viré. Et moi, je lui ai répondu, vous savez quoi? Il y a 20 ans, quand il y avait Internet, il y avait la même réflexion. Est-ce qu'on peut pousser le luxe sur une plateforme qui est aussi populaire? Et en fait, c'était la même réflexion. Je leur ai dit, vous allez voir, les réseaux sociaux, c'est exactement ça. Et vous voulez pas les magazines me suivre, je vais commencer à créer ma propre communauté. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à avoir 500 000, 200 000, 300 000, 400 000, 600 000. Maintenant, je suis à 6 millions et quelques. Et finalement, j'ai la chance de pouvoir parler à une communauté. Et je pense que dans l'avenir entrepreneurial aussi, ce qui est important, c'est de créer sa propre communauté. Pour cela, il faut avoir un discours, il faut avoir une vérité qui vous appartient et qui emmènera et qui feront rêver les gens et qui vous feront juste être fiers, être libres. On parlait de rester soi-même. Comme on a bien fait notre travail, on a un petit peu préparé cette discussion, on a échangé en amont. Et Anthony, vous me disiez que c'était pas forcément évident, justement. Enfin, ça demandait de rappeler aux autres aussi d'où on venait, et qu'il fallait pas hésiter à rappeler aux autres d'où on venait, même une fois qu'on avait réussi, parce que eux, ils n'ont pas forcément cette vision-là, et c'est bien un peu de les remettre les pieds sur terre quand même. Il faut des preuves par l'exemple, parce que malheureusement en France, il y a une génération, il y avait des gens qui sortaient de l'ordinaire, qui venaient d'en bas. Il y avait Xavier Niel, il y avait Benabou de vente privée, il y avait Grandjean, il y avait des profils atypiques. De notre génération, si vous regardez les startups qui se sont vendues, il n'y a que des noms composés, ou des héritiers, ou des gens dont les parents ont mis 200 000, 300 000, 500 000 au début. Et donc ça n'enlève rien à leur exécution, et ils l'ont bien fait. Mais ma question, c'est, aurait-il pu le faire s'il n'avait pas eu ce coup de pouce du destin?
Moi, j'ai la réponse, c'est non. Parce qu'en fait, malheureusement, le loup ne court jamais le ventre plein. Et il faut avoir la dalle pour envie de s'en sortir. Et si vous n'avez pas cette envie-là, jamais vous ne pourrez réussir. Donc, voyez cette situation difficile comme une chance et presque comme une aubaine. Honnêtement, ça paraît facile parce qu'on va dire maintenant, il a un peu réussi, il le dit, mais si vous êtes pauvre et que vos parents souffrent et que vous êtes dans une vraie situation de merde, c'est une aubaine parce que ça va vous donner une envie de vengeance, une envie de revanche. Et n'oubliez jamais que dans toute famille riche, il y a toujours une personne qui a cassé la chaîne de pauvreté. Donc votre mission, c'est d'être cette personne qui va réussir à créer un héritage, qui va réussir à raconter une histoire, et ça passera par le contenu. Olivier l'a très bien dit, le contenu aujourd'hui et la communauté, c'est la base. Moi, tu vois, j'ai quelqu'un, Samy, qui est avec moi et qui filme constamment nos interventions, qui va les découper, qui va les mettre sur Instagram, qui va les adapter au vertical. C'est comme ça que vous allez réussir à susciter de l'émotion, et pour ça, vous n'avez pas besoin d'argent. Moi, j'ai levé 40 millions. Honnêtement, et j'espère que mes vies n'écoutent pas, on a dépensé l'argent, on l'a gâché. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu as de l'argent, tu fais n'importe quoi, tu vas dépenser sur Facebook, tu vas dépenser en télé, mais la réalité, c'est que tu vends un produit de manière très mercantile et les gens, ça les excite pas. Depuis 1 an, on dépense plus d'argent, alors qu'on a les caisses pleines, on a encore fait une autre levée de fonds il y a 1 an, on n'y a pas touché. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on attire autant de personnes sur notre site internet en racontant notre histoire, en interviewant des gens, que quand on dépensait 1 million par mois sur Facebook. C'est-à-dire qu'en janvier 2019, on dépensait 1 million sur Facebook. Aujourd'hui, on dépense 15 000 € par mois et on a le même reach et on arrive à toucher autant de monde. Donc racontez votre histoire et c'est la meilleure manière de fédérer autour de vous. Aminata, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure sur le côté bouche à oreille qui est très important pour Gribouillis parce qu'il y a ce sujet de la fracture numérique. Comment est-ce qu'on fait en sorte aujourd'hui de faire évoluer ça, justement, de changer ces choses-là et de faire en sorte qu'entre guillemets demain ça fonctionne mieux et ce soit mieux? Actuellement, on travaille sur un outil déjà qu'on appelle ABCD Nounou, qui va bientôt sortir. C'est un outil qui a été inspiré par l'UNESCO, qu'il utilise dans le monde entier pour communiquer avec les gens. Donc, on s'est inspiré de ça justement pour pouvoir communiquer avec les gardes d'enfants à domicile. Ça sera un outil tout simple. Ça sera via WhatsApp, tout simplement. Parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, la plupart des gardes d'enfants n'ont même pas d'ordinateur chez eux. Comment voulez-vous qu'elles se connectent finalement ? Et même si elles ont un ordinateur chez eux, il faudra que l'enfant soit là, son fils soit là ou la fille, ses enfants, pour pouvoir l'aider. Faire un CV, c'est impossible pour une garde d'enfant à domicile. Une lettre de motivation. Donc nous progressons avec notre projet, c'est-à-dire c'est vraiment chercher aujourd'hui la solution, comment on peut communiquer en masse pour que tous ces gardes d'enfants-là puissent avoir cette communication déjà, tout ce qui tourne autour du secteur, tout ce qui les permettront justement d'aller chercher du travail tranquillement, de trouver surtout des contrats qui les conviennent, de pouvoir justement être accompagnés dans la professionnalisation, de pouvoir être connectés tout simplement avec le monde, en fait, tout simplement qui tourne autour d'elles. Donc voilà, nous, on est vraiment sur la recherche par rapport à notre public. Qu'est-ce qu'on peut mettre, voilà, on est vraiment, voilà, on n'est pas du tout gâtés sur ce coup-là pour pouvoir travailler d'une façon convenable. Ça ralentit, mais n'empêche qu'en 7 mois, on a réussi à fédérer 700 femmes. Juste en faisant les tours, voilà. Donc, il faut, voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut vouloir. Il ne faut pas se faire des frais, en fait, tout simplement. Si on s'était dit, mais ça alors, elles ne sont pas connectées, comme on fait, et qu'on se dit, on laisse tomber, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Donc aujourd'hui, nous sommes contents de se rendre compte, en fait, chaque année, on accompagne 200 femmes juste à monter en compétences et de passer un diplôme. Des femmes qui n'osaient même pas prendre un stylo pour écrire parce qu'on les a toujours pointées du doigt en leur disant « ce n'est pas possible ». Donc c'est vraiment ce travail qu'on fait de fond. Et j'ai envie, en parlant même de réseau, j'ai envie un peu de rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux. C'est cette persévérance-là d'essayer et de ne jamais lâcher. Imaginez une femme comme moi, atypique, noire, africaine, issue de l'immigration, musulmane, voilée. Si aujourd'hui je suis là, c'est parce qu'il a fallu que je me bats. Il n'y a pas de frontière. Voilà, il n'y a pas de frontière, c'est comme ça.
J'ai juste envie de raconter une petite histoire parce qu'on dit que c'est l'histoire qui fait marcher les choses, hein. Donc j'en profite. Donc je suis un peu mes collègues. En fait, si vous voulez, j'ai commencé à travailler dans un cirque où j'ai gardé les enfants des artistes. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de jobs. Si vous voulez, je suis devenue maman très vite, maman de 3 enfants très vite, divorcée, me retrouvée toute seule. Donc je quitte mon domicile conjugal et je me retrouve à Paris toute seule, imaginez. Mais j'étais sûre que je m'en sortirais parce que j'avais pris le bon chemin. Imaginez, je commence à travailler dans un cirque. Très vite, j'ai compris une chose, que je ne pouvais pas travailler sans un accompagnement éducatif à mes enfants. Parce que j'étais leur maman et que je sais que personne ne pouvait leur donner ce que je leur donnais moi. Donc il fallait que je concilie entre ma vie professionnelle et ma vie sociale avec mes enfants. Ça, je l'ai compris très vite. Et ça, je pense que c'est important de savoir. Quand vous vous engagez sur des combats, soyez sûr de ce que vous faites. C'est très, très important parce que ça faiblit, ça peut aller très vite si on ne croit pas ce qu'on fait. Ça, c'est la première histoire. Et j'ai fait beaucoup de travail en dehors de ça. J'ai monté justement une entreprise. J'ai créé une food truck où j'avais mon camion moi-même. Donc, je suis allée chercher jusqu'à Montpellier, que j'avais acheté à l'époque à 15 000 €. Donc, je l'ai conduit de Montpellier jusqu'à Paris, sans jamais conduire un camion avec remorque. En tant que femme, donc j'ai roulé la nuit. Donc, il faut en fait, c'est quand on croit ce qu'on fait. C'est-à-dire, même je fais un peu de recul par rapport à cette vidéo-là, parce que c'est important, parce que quand je me suis lancée dans cette entreprise-là, j'étais sûre de ce que je voulais faire. Face à une banquière, ce qu'elle m'a dit, c'est impossible que je vous prête de l'argent. Impossible. Pourquoi? Parce que j'étais une Africaine et que je n'avais aucune garant, tout simplement. Alors, je l'ai regardé en face, je lui ai dit, cet argent, vous me le donnerez. Tout simplement. Voilà. Donc, j'ai créé cette entreprise-là. Au-delà de ça, il fallait qu'il me donne 15 000 €. Finalement, je lui ai dit, je ne veux plus ces 15 000 €, je veux 21 000. Parce qu'il me faut le camion plus ce qui va avec le camion. Donc, je suis allée chercher mon camion. Voilà, cette entreprise a duré 4 ans et j'ai arrêté, malgré moi. C'est une entreprise qui marchait très fort à l'époque. Ce n'est pas du tout cette même époque que nous sommes aujourd'hui. C'est en 2000, on n'avait pas tout cet accompagnement que vous avez aujourd'hui. Il n'y avait pas autant comme disait tout de suite Anthony, d'argent qui pouvait être éjecté dans les entreprises. À l'époque, tout le monde était frileux, les banquiers et autres. Rien que prendre 5 000 €, c'était très difficile à la banque. On ne savait pas où se retourner, on était seuls, moi j'étais seule encore. Et imaginez, je me suis battue dans un marché au Rampus de Clignancourt, que la plupart d'entre vous connaissent, au milieu de ces hommes, à me battre pendant 4 ans, justement pour que ce travail-là perdure. À la fin, la banque n'a pas pu suivre parce que je n'avais aucun garant et la banque n'a pas voulu du tout financer jusqu'au bout, de garder en tout cas sa promesse tout simplement. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en 2000, si on est en 2021, je dépasserai Anthony. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc, on n'avait pas autant d'opportunités comme aujourd'hui. En 2000, on galérait en fait pour avoir juste quelques fonds. En 2000, c'était impossible de voler comme aujourd'hui, vous avez la capacité de faire. Aujourd'hui, vous êtes jeune. Vous avez la capacité d'avancer. Vous avez la capacité de produire. Ce qu'il disait, c'est d'aimer ce que vous faites et surtout de ne pas reproduire ce que tout le monde fait. Cherchez des projets qui sont à la demande, des projets qui répondent des vrais besoins. Ça ne sert à rien d'aller de gauche à droite et de reproduire ce que tout le monde fait. Ce qui est important, c'est de réfléchir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez mettre pour répondre à un vrai besoin humain, professionnel ou autre. Mais c'est important vraiment de savoir ce que vous voulez mettre en place. Voilà, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est de ne pas se lamenter autour de vous. Et j'ai envie aussi de vous dire quelque chose, c'est que vous êtes obligés de redoubler d'efforts. Et il le disait tout à l'heure, quand on est riche, on est entouré de riches. Donc c'est très facile de débourser de l'argent. Aujourd'hui, on est obligé de redoubler d'efforts, ce qui est mon cas aujourd'hui et qui est le cas de certaines d'entre nous. Donc on n'a pas le choix. Si vous voulez réussir, il faut vraiment s'abattre et ne jamais se laisser tomber. Ça, c'est important. Alors on a commencé un petit peu du coup à parler de comment est-ce qu'on changeait ça, comment est-ce qu'on arrivait à apporter des solutions. Olivier, justement, dans la mode, est-ce que vous avez vu un changement ces dernières années? Est-ce que ça s'améliore et comment est-ce qu'on fait pour continuer à améliorer ça?
Oui, évidemment, je pense qu'il y a un changement. Il y a surtout un changement parce que on commence à pointer du doigt la mode beaucoup plus pour tout le côté, je disais, élitiste avant, le côté exclusif. Donc, je trouve que c'est un moment assez beau pour la mode. Il y a pas, je dirais pas que c'était une évolution, mais une révolution. On s'est aussi rendu compte qu'il faut écouter nos clients, les gens qui dépensent de l'argent, ils achètent un produit, mais ils achètent aussi un message derrière. Évidemment, peut-être que tout le monde n'est pas dans la mode ici, mais il faut savoir qu'avant, on faisait juste de la campagne pour faire de la campagne de pub. Vous allez voir des kiosques, etc. Aujourd'hui, on essaie de mettre vraiment de la profondeur dans le produit. On essaie de mettre de la profondeur dans les messages. Pour moi, maintenant, la mode, ça va être une énorme plateforme d'idées, de réflexion, de parler au monde. On change nos mannequins. On essaie vraiment de pousser vraiment on va dire, le diktat de la mode vers un univers qui est quand même beaucoup plus juste, beaucoup plus vrai, beaucoup plus moderne, beaucoup plus nous. Ça a évidemment pas été facile parce que le monde est fait de codes. Mais comme je dis toujours, à la place de suivre les codes, il faut les créer. Il faut créer ses propres codes. Et c'est ça que j'ai essayé de faire avec Balmain maintenant depuis 10 ans. Et alors, justement, donc, aujourd'hui, le monde de la mode a évolué un petit peu. Est-ce que votre image, est-ce que qui vous êtes aussi, vous parliez tout à l'heure de rester authentique, est-ce que aussi ça n'a pas apporté à l'image de Balmain énormément, alors que d'autres maisons peut-être ne l'avaient pas, Oui et non, c'est un peu la complexité. C'est quand vous êtes vous-même, ça veut dire que vous allez pas répondre aux codes, vous allez les créer. Donc après, il y a une maison qui va devoir suivre les codes que je suis en train de créer. Vous imaginez bien que quand j'ai sorti mon documentaire, j'ai tourné pendant 2 ans. On a commencé une histoire sans savoir sans savoir comment ça allait s'arrêter. Moi, ce que j'ai dit quand on m'a proposé mon documentaire, j'ai dit mais sérieux, normalement c'est ou le designer il est mort quand on le refait, ou c'est une fin de carrière. Enfin, vous voyez. Donc, je me suis dit bon, bah, écoutez, on va créer une histoire, on va écrire une histoire, mon histoire. Donc évidemment, j'ai vécu au rythme des saisons Balmain, avec des ouvertures de boutiques, voyager dans le monde. Et en même temps, ce qui était intéressant dans cette histoire, c'est que je souriais aux paparazzi, au public, etc. Mais en même temps, je découvrais juste que ma mère, elle avait 14 ans et qu'elle avait certainement été violée. Et ça, c'est là où je vous dis que c'est la difficulté de vie, mais en même temps, ça a été ma force, c'était de vendre le monde, le beau monde de Balmain, mais en même temps, l'humain derrière qui s'est mis et qui s'est dévoilé devant les caméras pendant 2 ans. Quand le documentaire est sorti, j'ai évidemment pleuré parce que je trouvais ça dur en fait de montrer qui j'étais. Mais en même temps, ça a aussi apporté de la valeur à Balmain aussi, non pas en termes de marketing, mais juste parce que finalement, les vêtements qu'on va acheter, les vêtements que vous voyez qui sont créés, la mode, c'est pas juste une bulle superficielle, c'est qu'il y a un humain derrière, avec ses faiblesses, ses pleurs, qui a un message d'espoir, en fait. Puis il y avait une autre chose que je voulais faire chez Balmain, c'était faire rayonner la maison française dans le monde, mais aussi faire rayonner une nouvelle génération de designers black, français nés à Bordeaux, mais africains, éthiopiens et somaliens. Et ça, j'avais envie que le monde le sache. Et quand Netflix m'a dit « tu vas diffuser dans 170 pays avec 30 sous-titres », ben je vais vous dire une chose, je me suis dit « putain, j'y suis arrivé, quoi ». Et ça, c'est la nouvelle France. Anthony, dans la tech, tout à l'heure, vous parliez du problème du financement, effectivement, avec les investisseurs qu'on aime beaucoup, mais qui ont parfois tendance, effectivement, à reproduire un petit peu les schémas qui connaissent déjà. Comment est-ce qu'on arrive à changer ça? Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que demain, n'importe qui, tant qu'il a un projet qui est bon, arrive à réussir et à se financer? Il faut trouver les bons investisseurs. Déjà, vous pouvez m'envoyer un mail ou me contacter sur les réseaux parce qu'on investit beaucoup chez les jeunes qui sont différents, qui ont une histoire difficile. On a investi dans 45 projets et on le fait très rapidement pour que l'entrepreneur puisse se concentrer sur son exécution. Deuxièmement, je pense qu'il va falloir mettre de la pression sur la politique parce que malheureusement, le pouvoir ne se demande pas, il se prend. Donc, il va falloir vraiment monter un message énergique et montrer qu'on ne va pas se laisser faire, que le peuple doit reprendre le pouvoir. Je suis
intimement persuadé, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent un peu, qu'il y aura une grosse révolution dans notre pays, dans notre génération. Et quand je dis révolution, c'est pas tout casser, tout péter, mais c'est au contraire réussir à ne plus stigmatiser les uns, ostraciser les autres, mais à réunir les peuples, réunir les différentes classes sociales pour que ensemble elles travaillent. C'est ce que j'appellerais le capitalisme méritocratique. Donc il va falloir imposer à nos vicis qui détiennent l'argent, et l'argent c'est le pouvoir, il ne faut pas se voiler la face, d'investir plus chez les jeunes, plus chez les gens qui sont différents, et ça passera malheureusement par des quotas. Je ne suis pas fan du principe, mais on est obligé de le faire ainsi parce que sinon ils investiront toujours chez des gens qui leur ressemblent. Une métaphore peut-être pour l'imager, c'est que quand tu te retrouves dans un pays très loin de chez toi, que personne ne parle ta langue, que tout le monde a une couleur de peau différente, si tu es dans un bus et que tu entends quelqu'un qui parle français, très naturellement, tu vas te déplacer vers lui et créer un contact parce qu'il a les mêmes codes que toi, qu'il va te comprendre. Et les VC, c'est un peu ce qu'ils font. Ils reçoivent des centaines de dossiers chaque jour. Et du coup, dans cet amas de business éventuel, ils vont aller spotter les dossiers qu'ils comprennent. Et donc, ils vont aller chercher des gens de grandes écoles qui ont les mêmes codes de présentation, qui savent exactement bien faire les pitch decks qu'ils ont l'habitude de voir. Donc, à vous de réussir à absorber les codes tout en restant authentique, sans tomber dans le cliché, parce que vous ne pourrez jamais être une école de commerce si vous ne l'avez pas fait, vous ne parlerez jamais aussi bien qu'eux, vous n'aurez pas les mêmes expressions, donc restez juste vous-même. Et pour revenir à ta question, il faudra qu'on mette de la pression, qu'il y ait des exemples, et qu'il y ait des gens qui, après avoir réussi, n'oublient pas d'où ils viennent, exactement comme Olivier le fait en racontant son histoire. Et bravo de raconter ça, parce que quand tu parles de tes parents, de ces failles, c'est vraiment un truc qui fait mal. On n'a pas envie forcément de s'exposer, de se mettre à nu, mais je pense que c'est aussi le juste retour pour les jeunes qui, comme lui, ont souffert, qui peuvent se retrouver dans quelqu'un. Et ça, c'est super important, parce que quand on est jeune et qu'on souffre, si on voit quelqu'un qui nous ressemble, on se dit, si lui l'a fait, je peux le faire aussi. Donc les preuves par l'exemple, ne pas oublier et rester proche de ce qu'on était avant. Je pense qu'il faut rester les pieds sur terre, très humble, très simple, et pas s'enflammer avec la notoriété, l'argent. Il faut toujours renvoyer l'ascenseur et pas oublier d'où on vient. Alors le temps passe très vite, donc on ne va pas tarder à passer aux questions, à vos questions. Donc n'hésitez pas à commencer à réfléchir aux questions que vous avez envie de poser à Olivier, Aminata et Anthony. Peut-être une question pour tous les trois, avant de passer aux questions des gens qui sont dans la salle. Quel conseil vous donneriez au vous d'il y a 10-15 ans? Aminata, peut-être pour commencer. Pardon. Répétez la question. Je peux répéter la question. Le conseil que vous donneriez au vous d'il y a 10-15 ans? Je laisse ma place. Vas-y, réponds à ma place. Je répondrai après. Je me dirais de plus croire en moi. La confiance en soi, c'est primordial, c'est vraiment super important. Les gens autour de vous vont avoir tendance à vous tirer vers le bas. C'est pas parce qu'ils vous aiment pas, c'est simplement que ça les rassure de pas vous voir réussir, parce que dans votre réussite, ils verraient leurs propres échecs. Donc croyez en vous, écoutez-vous. Je pense qu'on a beau apprendre beaucoup de choses, lire des livres, écouter des podcasts, le plus important dans vos décisions, c'est le gut feeling, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, votre feeling pur. Et c'est ça que vous devez réussir à suivre. Et si vous avez une idée, si vous avez une vision, si vous avez envie d'aller quelque part, même si vous êtes seul contre le monde entier, il faut y aller. Donc je me dirais fonce et n'écoute pas les autres. Bravo. Aminata, du coup, un conseil? Moi, je dirais, ne changez pas votre vision. Soyez sûr de la vision que vous avez quand vous créez votre entreprise. C'est très important, parce que c'est votre vision qui vous permettra justement d'aller le plus loin possible. Une vision, c'est un rêve que nous avons finalement. Moi, mon rêve, c'est que demain, toutes les gardes d'enfants soient accompagnées, formées, payées correctement, et qu'elles sortent de la précarité, et que tous les enfants soient accompagnés avec un vrai projet pédagogique. Voilà. Donc, je me mets maintenant des objectifs, j'ai des missions, et les missions peuvent changer. Mais je sais que la vision, elle est claire pour moi. Quoi que je puisse faire, je sais que je sais là où je vais. Je ne me décourage jamais. Et comme tu dis, c'est important, en fait. Et surtout quand vous sentez un moment qu'en fait... Parce que très vite, on peut déraper. Hein, quand on est vraiment... Quand on monte son entreprise et qu'on est sûr de ce qu'on fait, à un moment donné, on est tellement, en fait, sollicité, je dirais. C'est-à-dire, nous, ça nous est arrivé, à un moment donné, on commençait à s'éparpiller.
Parce que les gens me disaient, mais il faut faire ça, ça va être top, ça va être top. Et du coup, on est à l'écoute des gens finalement. Et on oublie quel était notre objectif. Et là, on s'éparpille. Et ça, je vous conseille de ne pas le faire. Et surtout, soyez accompagnés. Vraiment accompagnés et vous formez. La fatigue, vous ne la sentirez jamais quand vous aimez ce que vous faites. Je fais 100 heures par semaine. Je ne suis jamais fatiguée. Et alors, Olivier, du coup, un conseil au vous d'il y a 10-15 ans. Quel conseil vous donneriez? Ben, moi, je lui conseillerais de vous rencontrer, en fait. Super. 3, en fait. Non, c'était une blague. Non, franchement, je pense que je lui dirais d'avoir plus confiance en lui et moins dans les autres. Je vous le dis sérieusement. Parce qu'on a tendance à écouter plus les autres que soi-même. Donc, et moi, j'ai eu, il y a 15 ans, je pense que j'ai fait trop confiance aux gens autour de moi et pas assez confiance en moi. Je lui dirais d'être lui-même, d'être fier de lui. Comme vous devez être tous dans cette salle fiers de vous. Parce que vous êtes tous de belles personnes, vous avez tous des belles histoires, vous avez toute votre histoire. Et c'est ce que je lui dirais. Et je lui dirais, regarde, gamin, t'écoutes du Beyoncé dans ta chambre et puis dans 15 ans, tu seras à côté d'elle en train de lui faire des fringues. Alors, est-ce que vous avez des questions? On va faire circuler. Je vois plein de mains qui se lèvent. On va faire circuler des micros. Qui commence? Hop. Bonjour. Bonjour. Alors, levez-vous qu'on vous voit bien, parce qu'avec la lumière, c'est pas facile. Super. J'ai une surprise pour vous, donc je vais me rapprocher quelques minutes. Okay. This is my fighter days. Okay. Wow. Je vois des gants de boxe. Hein. Yes. Ah. Ah ouais. Anthony, je suis derrière toi. Are you ready? Hello, my name is Rafaela. J'ai 30 ans. Et je tenais vraiment à prendre la parole aujourd'hui parce que ce matin, j'ai frôlé la mort en venant tout simplement à cet événement. Et cette fin de journée, j'ai frôlé le fait de ne pas manquer, en tout cas, de quoi manger pour pouvoir vous voir. Ce matin, simplement me rendant en fait, à l'événement, j'ai assisté à une scène en fait, de par le dos de flics, en fait, de course-poursuite en fait, de flics qui essayaient d'arrêter des jeunes. Des jeunes noirs, arabes, peu importe, mais ils étaient 18 contre 2 avec des armes. Et en fait, j'ai failli me faire violemment frôler. Je suis encore sous le choc hein, parce que c'était vraiment violent comme ça. J'ai failli en fait me faire renverser et j'ai échappé belle. Du coup, je me suis dit si ça doit être mon dernier jour, je veux vraiment tout donner. Cette fin de journée, je suis rentrée chez moi après ça, du coup, pour essayer de me calmer. Je me suis changée. J'avais toujours rien à manger. J'ai fait appel à une association qui s'appelle On remplit le frigo. Et d'ailleurs, merci Anthony, parce que du coup, grâce à eux, j'ai pu découvrir tes bars et du coup, j'ai la pêche. Je vous remercie beaucoup parce que vous êtes des boosters. Les messages que vous avez partagés aujourd'hui sont puissants, sont importants pour cette jeunesse qui a connu des difficiles moments pendant ce confinement. Et j'avais une question, parce que j'ai commencé à entreprendre à 25 ans. L'histoire a bien commencé parce que j'ai été onboardée dans un programme qui s'appelait Yes We Can par l'ambassade des États-Unis. Quand j'ai été sélectionnée pour un projet, à l'époque, le projet, c'était vraiment d'être en fait la prochaine structure Pôle emploi, parce que je trouvais qu'ils ne faisaient pas les choses comme ils se devaient. Bref. Et par la suite, j'ai été donc sélectionnée. J'ai atterri à Toronto, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs et j'ai même challengé un champion de boxe, d'ailleurs, qui m'a dédicacé en fait, après l'avoir taclé. D'où les gants. Yes. Ça se tient. Et du coup, je vous raconte tout ça en fait parce que ça fait 5 ans que je tente, comme je peux, à entreprendre, à concrétiser mes projets, partant déjà de ma propre histoire. Mais je traverse, comme tout entrepreneur, en fait, des épreuves, des difficultés. Les premières, en tant que femme et jeune, étaient en fait des demandes sexuelles contre tout simplement le fait de participer à mon projet avec des compétences, ce qui était inadmissible. Les secondes ont été, en fait, vous manquez de ci, vous manquez de ça. Donc, il y avait toujours quelque chose qui bloquait. Mais j'ai toujours gardé cette résilience de me dire que dans tous les cas, coûte que coûte, j'y arriverai, même si c'est pas
sur une trajectoire directe, je contournerai comme je peux. En parallèle, bien entendu, il fallait bien vivre. Donc à côté de ça, j'ai continué avec les diplômes que j'avais à chercher des emplois. Et j'ai été confrontée à cette phrase typique. Bien entendu, vous avez un parcours qui correspond, vous avez des compétences, mais toutefois, nous ne pouvons pas donner suite. Et la question, en fait, c'est qu'est-ce que vous avez pu mettre en place aujourd'hui? Parce que franchement, quand on est dans vos positions, peut-être que vous n'avez pas le nez un peu dans le process de recrutement, mais pour avoir testé l'expérience récemment, dans vos 2 entreprises, en fait, j'ai candidaté parce que j'ai quand même un parcours business orienté commerce international. J'ai eu des expériences à la CCI, etc. Et j'ai même bossé chez Google. Donc, du coup, je ne manque pas en fait, d'expertise, de compétences, mais je suis toujours confrontée à cette phrase et je ne comprends pas. Ça me fait douter de moi parce que j'ai l'impression en fait, que limite, je suis capable de rien du tout. Et franchement, un exemple concret. Il y a 4 ans, j'ai créé ce modèle de sac. Et bien entendu, Olivier, j'ai pu voir que tu as créé une collection en fait, récemment avec des choses. Et je me suis dit, mais quand même, j'en ai un peu dans la tête finalement. Donc voilà. Donc j'ai du talent, j'ai de la motivation. Si vous connaissez la chanson de Rihanna qui dit work, 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 je vais vous faire un petit replay. Vous allez bouger un peu avec moi. Alors, ça donne... Work, 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 work. They tell me to be resilient. Work, work. They tell me to be persistent. Work, work. They tell me to be strong woman. Yeah. Top. Alors, Work. qui veut répondre du coup? Qui veut se lancer sur la réponse? Mais j'ai pas fini. Oui, mais alors, le problème, c'est qu'on a un temps hyper limité et qu'après, il faut que les autres puissent poser leurs questions. Donc, je propose qu'on réponde à votre première question. D'accord. Et comme ça, après, on peut passer le micro aux autres si ça vous va. Okay. Qui veut répondre sur comment est-ce qu'on arrive à embaucher des gens différents? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour ça? Je pense qu'on a un exemple, et Samy est là, donc c'est rigolo d'en parler. Je pense qu'il faut réussir à créer la différence. Et là, par exemple, on avait un poste de Digital Content Creator, donc quelqu'un qui va créer du contenu sur nos réseaux. On a mis une fiche de poste on a été sur Welcome to the Jungle. Et Samy a fait la différence en mettant un commentaire bien acéré sur LinkedIn. Et c'est ça qui a déclenché mon attention. Je lui ai écrit un message, il a postulé, j'ai dit à mes équipes, suivez ce profil, je sens qu'il est pas mal. Et du coup, ils y ont mis plus d'attention. Donc, arriver à susciter de la différence. Et après, il faut que vous arriviez à générer de l'émotion, générer quelque chose d'authentique. Samy a parlé avec ses mots, on a réussi à créer un fit. Et immédiatement, il a rejoint l'aventure. Donc, c'est comme ça qu'il faut réussir à faire. Maintenant, on sait qu'on ne peut pas réussir à avoir tout le monde dans les équipes. C'est jamais facile. Et le recrutement, c'est évidemment une des priorités que vous devez avoir en tête quand vous créez un business, parce qu'il faut des gens qui vous ressemblent et auprès de qui vous arrivez à faire passer votre ADN et votre énergie. Bravo Samy. Bon, enfin, en même temps, Samy, avant que tu montes le vidéo, tu me feras voir, parce que... Est-ce que... Alors, une autre question, allons-y. Qui se lance? Allez, c'est parti. Bonjour. Ouais, il marche pas, mince. C'est pas grave, je vais parler fort. Comme ça, tout le monde vous entend, c'est mieux. Je répéterai la question, pas de souci. Super. Du coup, merci déjà pour cette rage. Merci pour la transmission. Moi, j'ai pour ambition de... Ma question, c'est pour Olivier. J'ai pour ambition C'est pas sur mes pantoufles. Non, on a remarqué, mais on n'a rien dit. Du coup, ma question, elle est pour toi. J'ai pour ambition de créer la première agence de mannequins enfants en banlieue qui met en avant l'inclusivité parce que la beauté est dans la diversité. Donc, ma question aujourd'hui, c'est de savoir si toi, dans ta vie, dans toutes les rencontres que tu as pu faire, s'il y a une rencontre qui t'a vraiment marqué. Merci. Merci. Pas facile comme question. Ah non, elle est hyper dure en fait. Non, elle est démente, c'est super question. Franchement, déjà bravo pour ce que vous êtes en train d'entreprendre. C'est aussi un très beau message, en sachant que même moi, en ce qui me concerne, je dois être très honnête, il y a aussi un manque de diversité dans les mannequins. Et je me bats toutes les saisons pour avoir des mannequins de tout type d'ethnie, de tout type de couleur. Et je trouve que c'est incroyable qu'en France, il y a aussi très peu de mannequins arabes. Et je pense que c'est un vrai manque. Donc, à chaque saison, j'ai besoin de montrer aussi ce qu'est la France, notre belle France.
Et je vous assure que c'est difficile. Donc bravo pour ce que vous êtes en train d'entreprendre en termes d'agence. Et surtout sur les enfants, parce que je pense que ça aussi montrera tout type de couleurs, d'histoires, et je trouve ça très très beau. Donc bravo, vraiment. Ah, à qui vous le dites? Ah, ouais, ça c'était un travail avec Mattel, je dois dire. Merci beaucoup. Juste pour répondre à votre question, c'était quoi d'ailleurs? La rencontre qui m'a le plus... Non, parce que vous me parlez de trop de choses, il faut que je me focus. C'est ce qu'a dit Anthony, focus. Ma plus belle rencontre, ça a été... Ouais, en fait... non, je pense que ça a été... avec... oui. Je vais vous dire ma rencontre qui a été l'une des plus belles, je vais vous dire, c'est je pense avec Kim Kardashian West. Parce que je pense que malgré le fait qu'elle a pu être décriée, qu'elle a pu être critiquée, je pense que c'est l'une des personnes les plus fortes au monde qui m'a appris à me battre contre les critiques et à de créer d'une idée juste un empire. Donc, Kim. Et vous ? Plus belle rencontre rapidement tous les deux? La plus belle rencontre que j'ai, c'est les gardes d'enfants que j'ai redécouverts. Ces femmes invisibles qui sont vraiment au front de la société elle-même, que j'ignorais complètement, que je côtoyais pratiquement tout le temps au parc. Mais c'est la création des Gribouillis qui m'a permis de découvrir l'Afrique elle-même, ces femmes africaines, latinos, toutes ces femmes qui viennent d'ailleurs. Finalement, je me suis rendu compte, en fait, on ne communiquait pas assez. On ne communiquait que sur lui-même, sur le travail lui-même. Aujourd'hui, tous les samedis, nous sommes plus de 35 ou 20, 50 femmes qui travaillent sur un seul projet. Comment? Nous sommes des Maghrébines, des Sénégalaises, des Françaises, des Latinos. En fait, c'est tellement incroyable. C'est-à-dire, on se rend compte, en fait, finalement, elles m'ont fait aimer le monde. Ces femmes elles m'ont fait découvrir l'humain lui-même qui se trouve autour de ce monde-là, qu'on ignore forcément à cause justement de l'ignorance. Donc voilà, ça c'est la plus belle rencontre pour moi. Ce sont mes femmes ambassadrices de Gribouillis. Et Anthony, du coup? Moi, c'est une fille que j'ai rencontrée quand j'avais 20 ans. J'étais vraiment en train de faire des conneries et je pense qu'aujourd'hui, je serais mort ou en prison si j'avais continué. Et elle m'a renvoyé un regard bienveillant et elle m'a dit « Moi, je crois en toi et je pense que tu peux faire de belles choses parce que tu es intelligent. » Et en fait, tout le paradigme a changé à ce moment-là parce que quand il y a une personne qui croit en vous, vous n'êtes plus seul et vous avez des comptes à rendre. Donc vraiment, je vous invite à trouver ce regard bienveillant autour de vous. Il y en a très peu, ça sert à rien d'avoir plein d'amis qui sont là quand tout va bien et qui veulent prendre des cafés, etc. Il faut trouver une personne qui croit en vous et qui est prête à se sacrifier, à vous pousser vers le haut. Donc trouvez des gens qui sont positifs. On a une question au premier rang, je crois. Ouais. Je sais pas si on m'entend. Ouais, on m'entend. Si, très bien. Du coup, je me présente, je m'appelle Montasser Jabran, je suis fighter de la promo 2, je me suis présenté tout à l'heure, mais vous n'étiez pas là. Moi, ma responsabilité, déjà, c'est de ne pas cacher ma différence. Ça va être compliqué pour moi. Donc ça, c'est mortel. Moi, j'en suis fier de ma différence. Je suis très fier d'avoir été sélectionné par le Fighter Programme, qui est l'un des programmes les plus difficiles, dans lequel Sydney le plus difficile pour être sélectionné. Et je suis un entrepreneur handicapé, archi relou, parce que je ne fais pas de handicap. Du coup, je suis chiant. Mais c'est grâce à nous si Omar est devenu intouchable. Donc ça, c'est très important de le souligner. Et c'est très important de le souligner. Aujourd'hui, moi, j'ai réussi à être parrainé par L'Oréal et Randstad. Et il faut savoir que Randstad, ils sont premiers mondiaux de l'intérim et ils sont très intéressés par ma technologie. Parce que je suis quelqu'un d'inquiétant. Mais bref, on s'en fout. Moi, ma question, elle vient, comme vous l'avez compris, je finirai par une citation de Mark Twain qui disait « Il y a 2 jours les plus importants dans votre vie, c'est le jour où vous naissez et le jour où vous comprenez pourquoi. » Moi, ma responsabilité, c'était de donner de la visibilité à des profils invisibles.
Et grâce à Station F et à tout le staff et à toutes les équipes qui sont ici, à tous les gens, on a réussi à donner de la visibilité à des profils comme moi, c'est-à-dire qui voulaient casser les codes, parce que c'est aussi les vertus de ce programme, les vertus de ce que va pousser des gens comme Moussa, des gens comme d'autres personnes qui vont faire un travail admirable. Et moi, ma question, c'est quelle est votre responsabilité maintenant que vous avez réussi, même si on l'a très bien compris avec les témoignages très beaux et très instructifs que vous avez pu faire, et je vous en remercie pour ça, mais est-ce que vous avez une responsabilité? Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez faire, même si vous... Enfin, je sais que vous êtes dans le give back, mais est-ce que vous pouvez nous donner une tirade, une citation, chacun d'entre vous, pour ça? Bravo. Bravo. Alors, est-ce que vous vous sentez une responsabilité tous les trois, Olivier? Oui, je pense que votre question, elle est juste, elle est justifiée, elle est importante qu'on y réponde avec des exemples concrets. Moi, pour ma part, je vais célébrer mes 10 ans chez Balmain maintenant en septembre. Et ce qu'on a demandé, parce que je trouve que les portes des défilés, normalement, c'est 300 personnes, 200 personnes. Là, on va accueillir pratiquement plus de 6 000, 5 000 ou 6 000 personnes qui vont acheter des tickets, en fait. Ça sera 15 € donation. Pour, en fait, je suis en partenariat avec RED, qui est l'une des plus grandes associations pour se battre contre le HIV en Afrique. Donc, et pour que les mamans, parce qu'on ne le dit pas, mais beaucoup de femmes ont le HIV, font naître parfois leurs enfants avec le HIV. Donc l'idée, c'est d'aider les femmes en Afrique et dans le monde aussi. Et pour moi, c'est ça qui m'intéresse dans la mode aujourd'hui. J'étais bien content de vous parler des célébrités, etc. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, moi, mon combat, c'est de me dire que je peux, avec la plateforme mode, avoir des 6 000 personnes qui vont venir, qui vont juste acheter des tickets, qui vont pouvoir acheter aussi de la nourriture de Cyril Lignac, qui est un grand pâtissier, qui vont pouvoir dépenser de l'argent. Tout l'argent va être reversé à RED pour se battre contre le HIV dans le monde. Et ça, c'est l'une des premières actions qu'on a. C'est juste que ma mode, ça soit une plateforme pour sauver, pour aider les gens, en fait. Anthony? La fondation Feedback, sur laquelle on essaie d'accompagner des projets, on en a déjà parlé. C'est super inspirant à tous les niveaux parce que ça motive l'équipe Feed à se battre au quotidien. Ça motive aussi les investisseurs à investir dans les projets qu'on soutient, donc c'est intéressant pour eux. Et c'est intéressant pour moi, très égoïstement, parce que quand je rencontre des gens qui sont en train de souffrir, ça me rappelle d'où je viens et ça me remet les pieds sur terre. Parce que comme tout le monde, tu as tendance à t'embourgeoiser quand tu vas dans les bons restos, dans les bonnes vacances. Et du coup, quand je vois des gens qui souffrent, ça me rappelle que mon combat, il est long, qu'il n'est pas fini. Et donc, vraiment, ma mission, c'est d'essayer de motiver un maximum de monde. Parce qu'au final, quand tu motives des gens, ces gens-là vont en motiver d'autres. Et c'est comme une onde de choc. Et ça veut dire que tu vas réussir à avoir un message qui est universel, qui est éternel. Parce qu'au final, des gens vont être inspirés, vont reprendre le flambeau. Et tu as demandé une citation, il y en a une de Marcel Pagnol, je trouve, qui est pas mal. C'était tous savaient que c'était impossible. Un fou est arrivé et il ne le savait pas. Et il a réussi à le faire. Aminata? Alors, nous, rapidement, comme ça, après on prend une dernière question. Alors, nous, c'est différent. On n'a pas encore de fondation, pas assez de fonds pour aider les autres. Bon, mais on a le cœur ouvert à toutes ces femmes-là aujourd'hui, qu'on aide à retrouver confiance en elles-mêmes, à retrouver leur place dans la société, à se professionnaliser et à sortir de la précarité et surtout de leur redonner le sourire. Voilà. Pour l'instant, nous en sommes là et on est très fiers de ce qu'on fait. Et on attend de vous aussi que vous viendrez vers nous, nous aider aussi à les accompagner. On vous tend la main, vous aussi. Bonjour. Bonjour, moi c'est Assitan. Je suis ravie de vous rencontrer. C'était impactant et mémorable. Vraiment, je vous remercie. Alors moi, j'aide les femmes à prendre un instant de plaisir et de liberté par le sport, le bien-être. Un petit clin d'œil à Aminata. À l'image du food truck, j'ai créé le Fit Truck, qui est un centre de remise en forme mobile, qui a pour objectif de révolutionner le monde du sport pour des personnes qui n'ont pas les moyens de mettre 50 000 € en droit d'entrée pour payer du coup une franchise. J'avais 2 questions exactement pour vous 3. Non, une seule question. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie et vous inspire à travers ce que vous faites? Merci. Alors, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie et vous inspire? Qui veut commencer? J'attaque parce que c'est le why, c'est le fameux why qui est super important, le pourquoi. Je vous invite tous à lire ce livre de Simon Sinek, Why,
qui va donner un sens à votre vie, et c'est ce why qui va vous motiver, qui va faire en sorte que vous soyez épanoui. Et vraiment, c'est le plus important. Encore une fois, il faut que vous preniez du plaisir dans le processus de réussite. La réussite viendra, mais vous ne devez pas être obnubilé. Vous devez juste être obsédé par votre discipline, obsédé par votre professionnalisme, obsédé par votre détermination, résilience, ambition, passion. Donc pour moi, c'est le why. Aminata? Oui, alors moi, c'est à peu près comme toi, mais je dirais plus loin, c'est vraiment le plaisir que j'ai tous les jours. C'est quand je vois une femme rentrer dans mon bureau, dans nos locaux, et qu'elle ressort avec le sourire en disant « j'ai un CV » ou « j'ai une lettre de motivation » ou « j'ai décroché un contrat ». Voilà. Et Olivier, pour finir? Moi, ça rejoint un peu la question que vous avez posée. Qu'est-ce que je dirais à un petit Olivier qui avait 10 ans ou autre, en fait. En fait, je me bats tous les jours, je me réveille tous les jours pour être sûr que n'importe quel Olivier dans le futur, en fait, n'auront pas à vivre ce que j'ai vécu. Donc, je veux absolument, malgré tout, avec mes petits moyens, essayer de faire en sorte que, à ma petite échelle, changer le monde. Et je me dis, une pierre après pierre, peut-être qu'on va réussir à construire ce château ensemble, quoi. On arrive déjà malheureusement à la fin du temps qui nous était imparti pour cette discussion. Merci à tous de l'avoir suivi. Un grand merci aussi à toutes les équipes de Station F. J'en profite pour les remercier, toutes les équipes de Station F qui ont bossé depuis 6 mois sur cet événement, sur toute la programmation, qui ont fait un travail formidable aujourd'hui, avec les déterminés aussi, qui nous ont soutenus. Donc un grand merci à tous. Sans eux, il n'y aurait pas eu d'événement aujourd'hui. Donc voilà. Et alors c'était notre dernière conférence, mais la journée n'est pas totalement terminée. Comme vous le disait Marwan ce matin, on se retrouve, si ça vous dit, dans 5 minutes, juste au-dessus, tout de suite, juste en haut, pour le showcase de This Is. Merci beaucoup.